Je savais que j'allais trouver beaucoup de détresse. Et sur ça, je ne me suis pas trompée. Il y a très peu de familles rwandaises qui n'ont pas été touchées par ce qui s'est passé. Tout le monde pleure les siens ici. Mais par contre, je ne savais pas que j'aurais à déplorer beaucoup de méfaits, d'exactions de la part du Front patriotique. Yambi, Titi, amakuru kima. Gihura aho. Koko? Yambi. Ara koko? Nuko abiwacu se bameze bati. Papa na mama baracyari ku gikongoro bari kwajera. Dominique ari kumwe n'abana be. Hanyuma Muteteri ari icyarwari w'umugabo we ariko nawe nta kigendano se ntiyarapfuye. Yishwe n'iki? Baramwishe. Intera hamwe se? Yohani wacu yarapfuye. Yohani Ntuza Albert yarapfuye. Intera hamwe se zabakuye? Ntabwo duhamye ko ari intera hamwe. Ni FPR. Bapfuye Rotura kandi yari FPR. Ni nabyo kuko bamaze kubica bari kumwe na Maria na Mediatrice Maria wacu. Babiciye Sofa kuri konfike. Barabafata rero bose babarunda ahantu batoranyamo ba Medi kuko basa n'abatutsi. Batoranyamo Maria wacu ndetse agarukira ku rupfu inshuro nyinshi. Maria bamujyana n'umuhoro gutyo umuhoro umeze gutyo umusirikare umwe akavamo ati ndamuzi ngo Fande uwitwa ngo Fande muri aba akavamo ati ndamuzi w'umuganga baranamuzi aracyari nini inshuro 3 zose ababwira rero ko wamuzi ariko atamuzi ni nka chance ubwo rero icyo gihe nta muhungu mukuru warokotse niho ba Yohani baguye. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués par le Front patriotique sur sa colline. Beaucoup. Uwo munsi muri iyo minsi inyuma c'est des sortes de règlements de compte. Donc des gens qui ont été pointés du doigt et puis qui ont été tout simplement abattus. Muri iyo minsi muri uwo munsi ro premier hishe bombi. FPR intera hamwe zisha bari basigaye bihishuye bahunga. FPR nayo yazasanga imirambo aho ikica n'ababihasanze. La première fois que nous sommes arrivés, nous avons célébré une messe à la basilique. À la fin de la messe, il y a un militaire qui arrive, parce qu'il avait le grade de major, il faisait la fonction de préfet de Gitarama. Il s'appelle Georges Sewanyana. Il est venu avec son escorte devant la basilique. Il a dit qu'il voulait voir le responsable du diocèse. J'ai dit c'est moi. Il a dit vous n'avez pas le droit de célébrer la messe sans ma permission. Et puis il a dit, d'ailleurs, vous devez me montrer les papiers qui vous autorisent à vivre ici parce que sinon je vous chasse. J'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas logique. Vous vous appelez les déplacés, vous leur demandez de rentrer chez eux. Et moi, je rentre chez moi et vous dites que vous allez me chasser. Vous ne me chasserez pas, je n'irai nulle part parce que ici, c'est chez moi. Et puis alors, les gens qui avaient peur. Parce que à certains endroits, les militaires du Front patriotique massacraient aussi. Et ils ont même massacré beaucoup de gens, des civils. J'ai identifié des endroits où des maisons avaient été
condamnés parce qu'il y avait des cadavres entassés dedans. Il y avait des maisons où on pouvait trouver des centaines de cadavres à l'intérieur, que ce soit en Baré, que ce soit à Kianza, que ce soit du côté de Kiza et ailleurs. Je ne voudrais pas que ce chiffre-là soit récupéré pour extrapolation comme on a fait dans les jours passés, mais dans ma commune d'origine, j'ai dénombré plus de 200 personnes qui ont été tuées par les éléments de l'armée patriotique. Ce qui est sur la table ici, c'est des listes de personnes tuées par l'armée patriotique rwandaise après sa prise du pouvoir en préfecture de Gitarama. Ces listes ont été compilées par des citoyens parce que c'était une façon pour eux de lancer un cri d'alarme. Ces listes ont été données à M. Twagiramungu en juin 1995. Gitarama est une région qui est connue pour être irrédentiste. C'est à partir de là qu'en 1959, la révolution rwandaise a commencé. Et ce sont des citoyens très éveillés. Et ils ont été les premiers à oser faire ces listes, à les amener auprès du Premier ministre pour lui montrer la gravité de ce que l'armée patriotique rwandaise faisait dans le pays. Ici, vous avez la commune de Nyamabouye. Vous avez le secteur d'Ombouye. Vous avez les noms des personnes tuées, avec leur papa, avec la cellule d'origine et la date à laquelle ils ont été tués. En juillet, en août, vous avez des personnes qui ont été tuées en septembre. Et donc c'est comme ça que les listes ont été constituées. Et au total, vous avez pour la seule commune de Nyamabouye, 1723 personnes. Et j'ai fait le total de tout ça, ça fait 18 000 personnes tuées dans la seule préfecture de Gitarama. J'ai été membre du FPR depuis avril 1991. Je connais beaucoup de choses à propos des massacres commis par l'armée patriotique rwandaise. Le FPR voulait asseoir sa suprématie. Et pour cela, il fallait absolument éliminer tout ce qui est concurrent potentiel. On a connu surtout, et c'est de cela que je parle maintenant, de ces cas où l'armée va chercher des jeunes gens, généralement à partir de 15 ans jusqu'à des hommes vieux de 55 ans, et qui prennent de nuit et qui ne sont plus revus, et que les familles passent leur temps à chercher dans toutes les prisons du Rwanda et qui ne voient pas. Donc ça, c'était des personnes qui avaient été assassinées par l'armée patriotique rwandaise. Et disons que le pattern général, c'est qu'on s'en prenait d'abord à des jeunes gens et à des messieurs capables encore en âge d'activité, mais aussi et surtout que les leaders, les instituteurs, les moniteurs agricoles, et tout le monde qui pouvait jouer un rôle quelconque au titre d'intellectuel ou bien de leader local était visé de manière tout à fait particulière. Au mois d'août, on nous a transférés à Gabiro. Là-bas, on nous donnait des formations militaires, quoi. C'est là où j'ai commencé à avoir des inquiétudes sur le FPR. Moi, j'étais dans le service médical, ça ne me regardait pas beaucoup. Mais c'était un ami, je me souviens bien. Un jour, il est venu me demander si je pouvais lui signer un papier lui autorisant un repos. Et puis je lui ai demandé, franchement et profondément, qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, chaque jour, il faisait ce qu'on appelle manpower. Et il m'a dit comment on les amenait dans un endroit là-bas. Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les gens là-bas. D'abord, on liait les bras en arrière et puis les jambes. Et puis, on frappait sur l'os frontal avec un marteau
les matériaux dire quoi. Si beaucoup de gens. Lui, il a travaillé là-bas pendant 5 jours. Et puis il m'a dit qu'il a pu dénombrer au moins 6000 personnes. Et après, on les brûlait avec le pétrole et le bois. Les travaux d'enterrer le centre se faisaient par un caterpillar, des tracteurs quoi. Ils étaient faits par des tracteurs. Gabiro, c'est dans la partie nationale de la Kagera, dans la zone de chasse. On allait les tuer là-bas, puisque c'était vraiment un endroit approprié à faire ça. C'était dans le domaine militaire, il n'y avait personne qui pouvait aller là-bas. Il y avait seulement la démaille. Chaque fois, vers 6 heures comme ça, on voyait le fumer. C'était pas pour brûler les buffles ou les quoi. C'était pour brûler ces gens. Chaque jour, j'avais cette sensation. Je sentais cette odeur. Il n'y avait pas personne qui pouvait protester, d'autant plus que même je connaissais bien de cas, déjà qui ont montré des signes de quoi, de dépression mentale. On les tuait même, et ils étaient tués. Oui, qui ne pouvaient pas résister à ces choses. Ils étaient tués, directement tués. Parce que tu commençais à divaguer, à parler de quoi, de je ne sais quoi, on te tuait. Entre le moment où l'armée patriotique rwandaise se rendait maîtresse de chaque localité, à peu près jusqu'au mois de septembre 1994, l'armée patriotique rwandaise, en fait, tuait et massacrait à grande échelle. En un an, j'ai eu l'occasion d'écrire 700 lettres. Cela représente un minimum de 2 lettres par jour, où je mettais en garde le vice-président, le général Kagame, et le mettais au courant des choses que l'armée avait faites. Je disais au général Kagame que si on ne fait pas attention, les gens ne feraient plus la différence entre le régime que nous avions chassé du pouvoir et nous-mêmes, parce que notre armée commençait à faire la même chose. Le général Kagame y a réagi en disant que de l'un, il ne se considérait pas comme lié de répondre à des lettres. Et de deux, il disait qu'il prenait acte du fait que je l'accusais d'avoir été incompétent dans la gestion du ministère qui lui avait été confié. De trois, il donnait conseil au président de la République de me nommer comme ministre de la Défense. Bien sûr, c'était pour me tourner en dérision. Et ensuite, le général Kagame a pris son briefcase. Il est sorti de la réunion au nez du président et de tout l'ensemble de ses collègues. Et on a cherché à le faire revenir pour qu'on continue la réunion. Il a refusé. Et c'était le 25 août. Le lendemain, ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait un remaniement ou un limogeage, les gens appellent ça comme ils veulent, mais ça veut dire que le général Kagame, face à une tentative de discuter sérieusement de ces problèmes, a choisi la manière forte plutôt que de choisir le dialogue. Quand nous avons commencé à dialoguer avec la population, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves, beaucoup de maisons détruites. Un Rwandais qui n'a pas un chez-soi, je ne dirais pas qu'il est dangereux, mais il est fragile. Il est très fragile. Et ce qui a été adopté comme, disons, méthode de travail, c'est de faire en sorte que
les Hutus et les Tutsis se rencontrent sur un chantier, sur une maison à construire, sur des briques à fabriquer, qui se rencontrent. Au début, ils étaient vraiment bloqués, ils ne se parlaient pas, la communication ne passait pas, ils se regardaient comme ça, comme des chiens de faïence et tout ça. Mais en travaillant ensemble, ils se fatiguaient ensemble, ils étaient fatigués ensemble. Et à midi, ils devaient aller se reposer. Et à midi, quand on se repose, il n'est pas exclu qu'on prenne une bouteille d'une bière locale, d'Urguagua. Et alors, petit à petit, on commençait à parler. Et quand je résume ça, je dis qu'au fur et à mesure que les murs s'élevaient, il y avait aussi une ouverture d'esprit, de telle sorte que vers la fin, nous avons constaté qu'il y avait même des Hutus et des Tutsis qui partageaient une même bouteille de bière locale, ce qui est merveilleux. À Kabgaï comme ailleurs, on a assisté à des espèces de campagnes de délation, de calomnie, d'arrestations arbitraires et mise en prison, des choses comme ça, sur base des calomnies. Mais là où nous avons commencé ces opérations, nous avons constaté qu'il y a moins de cas de délation, de mensonges, de tentatives de faire emprisonner l'autre pour avoir ses biens, pour avoir ses maisons et tout ça. Ibi ahangaha wabaye iki? Ni umupanga ni isasu. Hanyuma ahangaha hindukira gutya. Izi ni inkoni kandi ndabona ari bishyashya. Ni ryari se baba bagufashe? Zuku, il a été arrêté le 13 septembre et c'est là qu'on lui a fait tous ces traitements. Lui, c'est les militaires qui l'ont torturé. Il a été ligoté et battu aussi. Il est ligoté comme ça par derrière et les liens coupent dans la chair. Des liens de fil électrique. Ici aussi, il a encore des traces de marques de coups. Et là, c'est tout frais là. Oh là là! Le 27 juillet, le 25 juillet cette année, c'est pas encore guéri. Comme il dit, et ils n'ont pas guéri très vite parce qu'après les avoir ligotés et coupés avec des liens comme ça, ils les ont jetés dans les trous, ils sont restés dans les trous pendant une semaine. Alors les plaies se sont infectées et si vous voyez que le bras est complètement paralysé, le muscle a dû vraiment être meurtri. Ouais. baramboshe noneho babohera inyuma gutya noneho baramanika bakaba bakubita amanitse mu kirere mu nzu mbega nzunguka gutya bohera inyuma gutya. Ouais. Lui on l'a attaché par derrière. Non, là où on l'a saisi ni hehe. On l'a saisi à Gitarama, on l'a ligoté par derrière, on l'a suspendu sur le toit d'une maison. Il tournait en rond pendant qu'on tapait sur le reste du corps. Ouais. Ouais. Il a perdu la sensibilité des pieds et le mouvement des chevilles à cause de ces coups qu'il a reçus suspendus sur... Et, puis, et la main aussi est morte. Je me sens un peu trahie. Parce que je découvrais de grosses exactions faites par des gens
en lesquels j'ai longtemps cru. Mais il y a beaucoup de dérapages, beaucoup de règlements de compte, beaucoup de cupidité. Il n'y a pas de place pour les Hutus modérés dans ce pays. Tous les Hutus se sentent comptés avec ceux qui ont tué. Parallèlement, en faisant les enquêtes sur le génocide des Tutsis, j'ai reçu des milliers de témoignages sur le massacre du FPR. Le FPR est arrivé très rapidement, ils sont arrivés le 19, alors que le génocide chez nous avait commencé le 11, dans la soirée du 11 avril. Le 19, à 13h, le FPR est arrivé à Ouamagana. Et le 19, le soir, vers 6h, il y avait des cadavres tout au long de la route, depuis Ouamagana jusqu'à Kayonza. Du moins, le tronçon que mes témoins ont emprunté, que ma propre famille a emprunté. Donc, les gens, certaines personnes étaient en train même d'agonir, ce qui montrait qu'on venait de les tuer peut-être vers 4h ou 5h. Les gens, il y avait encore des cris d'agonie qui sortaient. Les gens qui donnent ces témoignages, eux, ils disent que les gens sont allés écouter les directives le jour où le FPR est arrivé. Et que ces gens ont été tués au cours des réunions. Avril, mai, juin, c'est là où vous retrouvez des charniers. Moi, j'avais à peu près identifié 7 charniers dans mon secteur. Vous retrouvez 30, 15, 10 corps comme ça. Et la population vous dit, voilà, là, il y a les victimes du FPR, et là, il y a les victimes des miliciens. Donc, même une enquête ne serait pas difficile, sauf dans le contexte où maintenant les gens sont obligés de se taire. Moi, quand je suis arrivé en juillet, les gens avaient confiance en moi, ils me connaissaient, ils m'ont dit tout, sans problème. J'ai commencé à être menacé par les agents de renseignement militaire dans la démarche. C'est que je m'intéressais au sort des personnes portées disparues. On avait enlevé des milliers de gens qu'on disait qu'ils sont détenus quelque part. J'ai circulé, je suis allé dans les prisons, je me suis informé auprès des responsables militaires pour des prisons officielles et des prisons officieuses, mais on n'a pas trouvé. Devant la prison de Gitarama, où j'étais allé en janvier, un agent de la démarche, originaire de Chiwongo, m'a dit, écoutez, viens, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dû garer la voiture un peu là tout près, et il m'a dit, écoutez, tu dois faire attention ici, et surtout ne t'amuse plus à traîner dans les cabarets ici à Gitarama, ou à passer la nuit ici à Gitarama. Parce que nous, au niveau de la démarche, nous avons reçu une mission de te zigouiller, donc de te tuer. Alors, depuis, j'ai fait attention. Et je ne suis plus pratiquement resté longtemps dans le pays, puisque c'était déjà en janvier et fin février, le 27 février justement, je quittais mon pays pour venir m'exiler ici.
au cours du premier semestre de l'année 95. À un certain moment, on avait autour de 165 morts par mois. Je suis moi-même entré pour visiter cette prison, voir comment la situation se présentait. Il y avait 3 couches. Il y avait des gens qui étaient couchés et qui étaient morts. Il y avait des gens accroupis qui étaient en train de mourir. Il y avait d'autres qui se tenaient debout et dont les tibias étaient en train de fondre, comme qui dirait une bougie allumée qui est en train de fondre. Ces gens étaient entassés, ils étaient 5 au mètre carré. Ils étaient là, debout, et sans pouvoir pratiquement bouger. Et les besoins naturels, ils les faisaient là-bas, et ils étaient obligés de se tenir debout pratiquement dans leurs excréments, ce qui occasionnait la pourriture des pieds. C'est des situations insupportables. Un officier de la minoire a assisté à vécu une scène plus ou moins macabre. Il y a un prisonnier qui a arraché son gros orteil et lui a lancé ça à la figure. Il venait de dire, nous sommes venus voir dans quel état vous êtes, et le prisonnier a pris son gros orteil et lui a lancé ça à la figure. Il a vu. Délégué de la Croix-Rouge nous a écrit en disant qu'il y avait 292 cas qui étaient recensés avec les œdèmes. C'était vraiment catastrophique. Alors on a dit les amputer, c'est pour cela qu'on les a amputés. Voilà, celui-ci il était amputé ici. On l'avait amputé à l'hôpital de Kabgayi. Parce qu'on a soigné, on a commencé d'abord par amputer plus bas, ça n'a pas donné, et on a continué plus haut encore. Vous voyez, on l'avait amputé ici. Voilà, lui aussi c'est... Voilà, lui aussi c'est le cas. C'est ce que je vous disais de ces mycoses-là qui étaient surinfectées. Ça montait même jusqu'à ce qu'on ampute. C'est la jambe. Lui, il a eu la chance. Il n'a que perdu seulement le pied. Mais lui, il a perdu tout. Voilà, celui-ci aussi. Oui? Voilà. Lui, c'est une chance, il a perdu seulement une partie. Lui aussi, c'est le même cas. Hein. Disons, par exemple, celui-ci, il a perdu tout, il est resté seulement... Vous voyez? Il est resté seulement avec le premier orteil. Lui aussi, c'est sa chance. Parce qu'on aurait dû amputer plus haut encore. Quand on a amputé ici, on a trouvé que c'était guéri. L'autre pied, il a perdu. Ça a été amputé. Il a perdu ses orteils. Et ici, il a perdu la moitié de sa jambe. Alors moi, j'ai dit, écoutez, si on n'agit pas, on va avoir, cette prison va devenir un mouroir total. Tous ces gens qui sont dedans, ils vont mourir. J'ai pris une décision qui pourra peut-être se retourner contre moi, mais moi, je ne regretterai jamais d'avoir fait ça. J'ai dit, il faut absolument faire en sorte que les conditions de détention soient améliorées. Et c'est dans ce moment-là que j'ai dit, on va augmenter l'espace de détention. Nous avons ajouté autour de 4000 m² d'espace, couvert à 80%. Et avec donc cette opération d'hospitalisation, vers la fin de l'année passée, on n'avait plus aucun mort dans la prison de Gitarama.
Bien sûr, ils sont prisonniers. Et parmi eux, il y a des tueurs. Là, il ne faut pas les innocenter. Mais il ne nous appartient pas de condamner à mort. Il ne nous appartient pas de déterminer les moyens de mise à mort des prisonniers qui n'ont d'ailleurs pas encore été jugés. How many people do they want to try seriously? How many people are they willing to execute if it comes to that? How many people are they willing to imprison, and how are they going to provide for their long-term imprisonment? All of these are issues that I think have not been resolved in the government, and because they haven't been resolved, it leaves the way clear to a small group of extremists to use the judicial system for their own political ends by incarcerating people for their political beliefs on the accusation of genocide. Radio Amahoro, radio iharanira ubwumvikane n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Imyaka igiye gushira ari 2 ingabo za FPR zifashe ubutegetsi ku ngufu mu Rwanda. Hagati aho minisitiri w'ubutabera ashyizeho ba procureur by'agateganyo. Bamwe muri bo batangira gutotezwa nk'uwa Butare na Kibuye. Uw'Ikibungo we yakoreraga mu biro bigoswe n'abasirikare ku buryo akorera ku bwoba. I Butare abasirikare bahise bafunga substitute wa mbere niyo mugabo Enoki wari woherejwe kujya kuyobora iyo pariki. Abazenzacyaha bashinjacyaha cyangwa abacamanza bafunzwe barengana bazira ubwoko bwabo ku buryo bisa nk'ibigaragara ko barengana ilisite ni ndende. Le FPR lui-même a peur de la justice parce qu'ils ont commis des crimes et parce qu'ils continuent de commettre des crimes. Et quand quelqu'un sent qu'il n'est pas tranquille, eh bien il essaie de monter une justice fantoche, une justice qu'il va pouvoir manipuler. Dore nk'uba perezida hafi ya bose b'inkiko za mbere ziremezo baherutse gushyirwaho batoranijwe mu bwoko bw'abatutsi. Icyangugu substitute wa mbere n'ubwo yagerageje kwihangana. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez le gouvernement officiel qui essaie de fonctionner comme dans n'importe quel pays pour essayer de reconstruire notamment le système judiciaire. Mais vous retrouvez en coulisses un pouvoir occulte, une sorte de gouvernement invisible, un gouvernement parallèle en quelque sorte, qui monopolise tout, qui bloque tout, qui paralyse tout. Bimaze kugaragara ko ubutegetsi bushya butifuza gukorana na benshi mu bacamanza b'abahutu bahozeho muri Repubulika ya Kabiri. Kuba umucamanza w'umuhutu muri iki gihe ugashaka gukomeza gukora akazi kawe bisa no kwiyahura. Le 26 février, j'étais victime d'un attentat d'assassinat perpétré par l'armée patriotique rwandaise. Pour moi, c'est vraiment un traumatisme terrible de savoir que mon neveu qui était avec moi par hasard soit plus blessé que moi. Pour moi, c'était un poids moral incroyable. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai ouvert la fenêtre et je commençais à faire fonctionner le moteur que j'ai vu le jeune homme sortir un pistolet et me tirer à bout portant. Mais heureusement, comme il y a cette seconde-là entre le moment où je l'ai vu retirer son pistolet de son pantalon et le réflexe que j'ai eu qui a consisté à me mettre comme ça, et la balle qui était destinée à ma tête n'a finalement touché que mon épaule ici. J'ai entendu la voix de mon oncle Seth en disant « Ah, je meurs !» Juste il est tombé sur mon côté là. Il était à droite en fait. Moi j'étais à gauche. Il est tombé sur moi. Mais je n'ai pas entendu le bruit. Je n'ai pas entendu le bruit, mais on avait déjà tiré
Sur lui. C'est là que la police est venue et l'a arrêté. Il a dit qu'il était secrétaire conseil de l'ambassade du Rwanda à Nairobi. Son personnage qui se trouvait sur le lieu de l'attentat avec une arme à feu et avec un silencieux et une arme qui venait d'être utilisée d'après la police parce qu'elle était encore chaude, était bel et bien un diplomate rwandais. C'est dangereux. C'est dangereux. Et il faut être absolument très très prudent et savoir aussi mesurer les vocables qu'on utilise. Parce que les détenteurs des acteurs du pouvoir, ils sont très peu habitués à gouverner dans des situations qu'on appellerait normales. Et ils supportent très très mal qu'on leur dise non, ou bien qu'on leur dise que là ça ne va pas, là ça ne va pas. Ils le supportent très très mal et il faut faire très attention. Et surtout en ce qui concerne les commentaires. Le commentaire, il peut les agacer ou alors les effaroucher. Et quand ils sont farouches, ils peuvent aussi avoir de la gâchette facile. La campagne de calomnie, je pense qu'elle est en liaison avec mes activités dans le cadre des droits de l'homme et aussi comme journaliste qui dit des choses qui ne plaisent pas nécessairement au système en place. En tout cas, nous essayons de prendre nos responsabilités et de faire le travail que nous devons faire sans complaisance aucune envers n'importe quelle autorité, qu'elle soit ecclésiastique, qu'elle soit politique. Quand nous attendons le cri du peuple, nous essayons dans la mesure du possible de l'écouter et de voir ce que nous pouvons faire pour le soulager, et c'est tout. Le 27 juillet 1995, Placide Colony, qui venait d'être libéré de prison, a été assassiné chez lui. Quelques jours plus tard, le 1er août, un certain Oreste Habeshuti, qui était sous-préfet du Congo, a été assassiné. Le même jour, le 1er août 1995, l'abbé Pion Hahobari a été assassiné. Il était Kyodo Kanoni, il a été assassiné par balle. J'ai retrouvé son cadavre dans la bananerie où on l'avait assassiné. En fait, il était exactement couché ici. Vous voyez, si vous regardez bien là, il y a cette trace-là. C'est en fait du sang. Oui. Parce que donc la tête était ici et il arrivait jusque là. Et quand je l'ai trouvé, il a été en position couchée, mais donc en fait c'est celui-là. En fait, on a posé le canon au-dessus de la tête. Ça se voyait parce que les cheveux étaient brûlés et ça sentait la poudre. C'était mon ami. J'ai été amené à prendre la parole comme responsable du diocèse et j'ai fait une homélie. J'ai dit, mes chers confrères, nous avons choisi, en tout cas en matière de survie, nous avons choisi la mauvaise voie,
Nous avons choisi la voie de la croix, et si nous faisons notre travail convenablement, nous devrons aller jusqu'à la croix, on va nous pendre. Mais qu'on nous tue en faisant notre travail, qu'on nous tue en faisant ce que nous devons faire, et ça sera là notre gloire. Et je pense que, personnellement, c'est ça qui me guide, et de toute façon, un jour, je ne verrai pas le soleil se lever. Que je sois responsable d'un diocèse, que je sois responsable d'un journal, que je sois responsable d'une association de droits de l'homme, nous avons choisi la voie de la croix et avec un peu de chance, on va nous pendre parce que nous avons fait notre travail convenablement. C'est tout. Nous avons vu pendant le génocide des Hutus qui ont pris des risques pour protéger des Tutsis qui étaient menacés de mort. Mais nous assistons à des comportements contre justement ces éléments qui ont pris des risques pour protéger les gens. On les met en prison ou alors on les tue. Et ça jette un discrédit, disons, ça démolit toute la confiance qu'on aurait pu avoir à l'égard du système. Alors, certains éléments, certains gens regrettent d'avoir protégé les Tutsis. Et c'est très dangereux parce que ça risque de créer encore une fois deux blocs, un bloc Hutu et un bloc Tutsi. Et si jamais il y avait, et ce qui n'est pas impossible, si jamais il y avait un semblant de soulèvement à caractère ethnique, je pense qu'on aurait beaucoup de morts, beaucoup.